Les profits des multinationales américaines sont-ils suffisants pour justifier des marchés aussi chers? On voit ça avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour Hugues. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Je me trompe ou les résultats, les publications de résultats, on est au début aux États-Unis, il en reste encore plein, mais quand même, c'est plutôt bon, hein? Ce sont les carrément. Ce sont les meilleurs depuis 2010, puisque 2009 c'était que des déficits ou des pertes. Donc depuis 2010, oui, la réponse est oui, ce sont de très bons résultats, les meilleurs. Supérieurs aux attentes, avec des bonnes prévisions. Mais on oui. est quoi? On est 80% des entreprises qui ont publié sont supérieures aux estimations. Mais oui. Mais oui. Vous êtes joyeux ou vous êtes je m'émerveille parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse dans les années 85-86, le taux Juste avant le crack. Vous êtes marqué depuis. Hein. le taux de bonne surprise était autour de 60 à 63%. Et puis à mesure qu'on se rapprochait dans 2000, on est passé de 63 à 66% de bonne surprise. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, le déclic. Depuis le crack de 2008, le taux de bonne surprise a jumpé à 72, 75 et maintenant on atteint 80%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a, à chaque fois, on a réévalué à la baisse quelques jours avant, un petit peu avant ou quelques semaines avant, quelques mois avant les résultats pour dire finalement, regardez, on a fait mieux que prévu, en même temps on avait revu à la baisse. C'est ça le… Je vais me montrer un petit peu taquin, je dirais… Quelle galanterie de la part de ceux qui estiment les résultats. Vous savez, c'est un petit peu comme une cliente qui rentre dans une boutique de prêt-à-porter, puis la vendeuse très gentiment dit « Oh, vous devez faire au 38 », alors qu'elle dit à sa collègue « Va chercher du 40 et du 42 ». Alors… Non, mais dans l'absolu, alors dans l'absolu, si on ne se compare pas par rapport aux attentes des investisseurs, mais dans l'absolu, quand on regarde en croissance sur un an, les chiffres d'affaires, les bénéfices, c'est tout bon. Dans l'absolu, il y a ce qu'on appelle les whispered numbers, c'est-à-dire les chiffres, les vrais chiffres que l'on se chuchote dans les salles de marché entre professionnels avant de passer en plateau. C'est un petit peu comme je vous disais, là, 38-42. Cette année, chez Intel, on attend 90 cents. Bon, là, nos analystes, ils ont parlé de 83, 85. On se laisse une petite marge. Mais les chiffres attendus, ceux que les professionnels connaissent, sont effectivement meilleurs que ceux… Il n'y a pas de débat, là. Ils sont meilleurs que ceux de 2017 et ils sont même meilleurs que ceux qui étaient estimés même au mois de décembre. Donc, je réponds oui à votre question. Oui, c'est meilleur dans l'absolu. Si on met des chiffres dessus en croissance, quelles sont les croissances des bénéfices ou des chiffres d'affaires au quatrième trimestre 2017? Ce sont les publications qu'on a en ce moment sur un an. Alors, il y a en séquentiel, c'est-à-dire du quatrième par rapport au troisième trimestre, et puis il y a le comparable Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Bon, là, actuellement, on compare à T4 2016, donc. Ouais. Et on est sur une hausse de 13,2% du bénéfice. C'est pas mal, mon filou, non? C'est excellent, puisque à l'automne, on pensait qu'on serait entre 10 et 12. Exactement. Donc on est mieux. Et sur les chiffres d'affaires, on est à plus 7, ce qui est là aussi un peu mieux qu'espéré. Mais attention, n'oublions pas qu'en 2014, 2015 et une bonne partie de 2016, on a eu une quasi-stagnation des résultats et une hausse verticale de la bourse. Donc a posteriori aujourd'hui, ex post, comme on dit. C'est un rattrapage d'anticipation extrêmement optimistes qui ne se sont pas matérialisés pendant 3 ans, qui ont commencé à aller bien en 2017 et qui vont bien en 2018 et qu'on ne peut pas extrapoler à 2019 puisque là, d'après ce que je peux lire, sur 2019, on se calme déjà. Certains optimistes pensent qu'on aura encore des hausses à 2 chiffres sur les bénéfices. C'est ce qu'on attend sur 2018, sur l'ensemble de l'année 2018. Là, on parlait de 13%, mais c'est quatrième trimestre 2017 par rapport à quatrième trimestre 2016. Mais sur l'ensemble de l'année 2018, qu'est-ce qui est attendu? C'est à peu près de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on espère maintenir le rythme. Alors, il y a bien sûr des choses qui faussent l'estimation et qui amènent à relativiser, si vous voulez,
la perception du vrai accroissement des profits. D'abord, il y a les rachats de titres. Et ça, alors c'est pas nouveau. Hein. Alors c'est pas nouveau, et je concède qu'en 2017, les rachats de titres ont été finalement moins massifs qu'en 2016. En 2016, ils avaient contribué au moins pour un quart à la hausse des bénéfices. Le rachat massif, c'est-à-dire que les boîtes on raréfie le papier. Rachètent leurs propres titres. Voilà, on raréfie le papier. Donc lorsqu'on distribue 100 de profit, bah, si on a baissé le nombre de titres en circulation de 10%, ça augmente mécaniquement le dividende de 10%. Et puis il y a l'autre phénomène alors là, qui lui concerne plus les boîtes européennes que les boîtes américaines. Il y a le phénomène serrage de boulons. C'est illustré par le trait classique, faire plus de bénéfices avec moins d'employés. Voilà, en gros. Et ça continue. Et en fait, on s'aperçoit qu'en Europe comme aux États-Unis, les entreprises continuent de serrer comme si on était toujours en crise. C'est-à-dire que ça restructure, ça délocalise, on réduit tant que possible en externalisant. Là où il fallait 5 personnes, on en met plus que 4, puis plus que 3. Et ça continue. C'est-à-dire que on est dans une période qu'on nous dit magnifique. Quand vous le voyez ça, vous le voyez à quoi dans les comptes des entreprises? Alors, les entreprises, il y a d'abord, les effectifs, il y a les marges. Donc les marges, elles ont tendance à continuer d'augmenter. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui plaît beaucoup, naturellement, aux actionnaires et aux gérants. À juste titre. Mais ce que vous voyez, c'est que dans les entreprises, vous avez des petits marqueurs, comme par exemple les taux d'absentéisme. Vous avez des gens qui font des burn-out. Et ça, c'est un phénomène, c'est un peu sur la place publique en ce moment, mais il y a beaucoup d'entreprises où les gens font des burn-out. C'est-à-dire qu'on a des dividendes les plus élevés donc depuis maintenant 2007, mais vous avez une ambiance et une sorte de rigueur. Ça s'appelle la rémanence de la crise, non, les effets de la crise. Et ça n'a pas, là par contre, il n'y a pas de relâchement, ça ne va pas mieux si vous voulez, on ne se décontracte pas dans l'entreprise. Plus en Europe qu'aux États-Unis? Alors aujourd'hui, aux États-Unis, on va dire que c'est un marché un peu à deux vitesses. Vous avez quelque part des professions où on manque de bras. Alors, je vais par exemple citer le Shell Oil. Là, on rouvre des puits, le gaz de schiste, on manque de bras. Dans les sociétés financières, on manque quelque part de quants talentueux. Et puis avec. C'est quoi des quants talentueux? Alors, ce sont des mathématiciens qui essayent de trouver dans les flux des moyens de réaliser anomalies dans les prix, pour essayer d'en faire un arbitrage. On est toujours dans cette idée. Voilà. Et puis de détecter des évolutions, des changements de rythme qui vont permettre à une entreprise, une entreprise qui fait de la gestion, de détecter quel est le secteur qui connaît la plus forte accélération. Et là, c'est très facile. Cette année, il y a deux secteurs. Il y a l'aéronautique avec Boeing. Et là, c'est fantastique, Boeing, vous regardez le parcours du titre, c'est déjà 20% depuis le début de l'année. Avec de très bons résultats. Oui, 35 ou 38% de mieux, je crois, en 2017. 100% de hausse pour le titre en 2017. On est à 118% là maintenant. Oui, mais les bénéfices ont doublé aussi en même temps. Oui, mais enfin, vous vous rendez bien compte que l'accélération du cours, l'expansion des multiples sur Boeing surpasse de très 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 loin la hausse des bénéfices. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Le deuxième exemple, c'est Nvidia, fabricant de semi-conducteurs, de cartes graphiques, avec l'année dernière bien la fameuse thématique des cryptos. Les cryptos, il faut les miner. Et pour les miner, il faut des cartes graphiques. Et Nvidia a vu également son bénéfice exploser. Mais le titre en lui-même fait aussi plus de 100% et 300% en 2 ans. Donc là aussi, on a peut-être certes une entreprise où on va dire que les perspectives sont assez sexy, où le taux d'accélération des bénéfices est impressionnant. Mais dès qu'on a ça, vous avez derrière une accélération des cours qui, elle, est absolument vertigineuse. Donc regardez, Boeing et Nvidia, c'est absolument Mais encore prodigieux. Une fois, pour revenir au sujet, même si on est dans le sujet, les profits des multinationales américaines qui ont été publiés encore une fois pour le 4e trimestre sont bons, plus 13%
par rapport à l'année d'avant, au quatrième trimestre 2016. Donc c'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour justifier la cherté, la valorisation des marchés. C'est ça le sujet en fait. C'est très simple. Vous avez 13%, on va dire pour arrondir, plus 13 sur les profits. Ouais. Et depuis l'élection de Donald Trump, vous avez pratiquement 50% de hausse de Wall Street. Donc les marchés actions montent beaucoup plus vite que les résultats bénéficiaires. Alors ça pouvait éventuellement se justifier ou être soutenable tant que les taux aux États-Unis étaient très bas en relatif. Ça c'est intéressant. Ça. Et donc vous avez là depuis janvier 2017 une accélération assez sensationnelle. Les taux souverains à 10 ans, on est passé de quoi? On était à 2,4, on est à 2,75 aujourd'hui. Voilà, ça c'est pas le pire. C'est surtout le taux court qui, lui, sert de référence finalement pour emprunter de l'argent pour détenir des positions à terme sur les marchés. Vous étiez à 1,25, 1,30, on est maintenant à 2,15. Sur quelle maturité? 2 ans par exemple. Ouais. Bon, c'est celle qui aujourd'hui est une... Donc on a pris 100 points de base. Et on va dire on n'est pas loin Pourquoi vous faites le lien entre l'augmentation de la rémunération sur les taux à 2 ans et sur les bénéfices par action? Parce que le coût de l'argent, on va dire au jour le jour, il conditionne le coût de portage. Si j'ai des positions à terme, si par exemple j'ai un levier de 4 ou 5 sur le marché, sur des actions, combien me coûte l'argent? Il coûte plus cher. Il me coûte 90 points de plus qu'il y a un an. Et je dirais tout le monde n'a pas des leviers de 4 sur les actions. Non, il y en a qui ont des leviers de 10. Oui. Voire plus. Non, mais on en est là aujourd'hui. Pas tout le monde non plus. Hein. Non. Et donc, vous voulez en venir où alors? Donc l'idée, c'est que la dégradation de la structure de la courbe de taux est beaucoup plus rapide que ne figure l'amélioration des bénéfices dont on parlait justement. Certes, ils augmentent de 10%, 12% les bénéfices, mais le coût de l'argent, lui, progresse de 40, 50, 60% selon les maturités. Donc là, à un moment, ça va finir par coincer. Mais le mois de janvier a été finalement une sorte de fuite en avant en se disant « Ah bah regardez, effectivement, on a eu que des bonnes surprises sur les résultats, sur les premiers. On est maintenant à 1/3 de publication et on atteint ce taux fabuleux de 80% qui prouve qu'on est aussi là… » Qui pour vous est factice. Totalement factice, avec des aspects positifs. C'est vrai qu'il y a une vraie progression des bénéfices par rapport à 2017 et hors effet rachat de titres, mais il y a aussi pour les entreprises un manque de sérénité, puisqu'on voit qu'on est toujours extrêmement strict sur le contrôle des coûts. Ouais. Et puis il y a 2-3 dossiers qui font quand même très très peur. Oui, elle a fini là-dessus. General Electric par exemple, dont on découvre que finalement les comptes ont été longtemps, on va dire, pas falsifiés, mais enfin on les a franchement embellis. Et on découvre que General Electric est tellement endetté que cet endettement lui pose vraiment un problème. Ne lui en posait pas il y a quelques mois avec justement par exemple du 1 an à 0,60 et du 2 ans à 1,25. Maintenant on refinance plus cher. Maintenant on refinance beaucoup plus cher. Et on va découvrir que beaucoup d'entreprises se sont énormément endettées. Ce qui était une très bonne tactique puisque l'argent coûtait pas cher. On s'endettait soit pour racheter un concurrent, soit pour racheter ses propres titres. Donc on a gonflé la dette. Maintenant il va falloir payer. Voilà, on en reparlera, on aura l'occasion, je pense, cette année d'en reparler, notamment si les taux continuent à progresser. Merci à vous. Philippe Béchade, rédacteur en chef donc, de la Bourse au quotidien. Merci.